Des images vertigineuses, des cascades imprévues, des atterrissages mouvementés, des sauvetages impressionnants. Le Zap Choc vous laissera sans voix et c'est maintenant. Nous sommes à 3000 mètres au-dessus de l'Oregon. Le parachutiste Tim McMahon utilise sa caméra pour immortaliser l'instant où lui et son ami vont tenter de battre un record. Un record très risqué. On devait sauter en étant relié par une corde et l'un de nous devait ouvrir son parachute le plus tard possible. L'autre devait donc diriger son partenaire. C'était très risqué. Ils sont prêts. McMahon ouvre son parachute. Greg tient le bout de la corde. Mais quelque chose ne se passe pas comme prévu. Et Greg chute, sans parachute. Au lieu de se déplier, la corde casse. Le frappe au visage. Tim est désarmé. Il ne peut rien faire pour Greg. Quand il m'a dépassé, j'étais désespéré. Il était inconscient, la corde avait cassé, il n'avait plus aucune chance. Greg chute à plus de 300 km/h. Mais par chance, subitement, son parachute s'ouvre. C'est un miracle. Quand j'ai vu son parachute s'ouvrir, je me suis dit que j'avais peu de temps pour le rattraper et voir comment il allait. Tim passe à l'action. Il prend encore plus de vitesse, sans penser au risque. Je n'y ai pas pensé une seule seconde. Il fallait que je rejoigne mon ami, il fallait que je le sauve. Tim finit par rattraper Greg. Ils vont pouvoir atterrir ensemble. Ça va? Je sais pas. Il me regardait et je voyais bien qu'il souffrait beaucoup. Il y a un nouveau danger. J'ai très mal au dos. Greg doit atterrir le premier, mais il est trop mal en point. J'ai vraiment mal. Vraiment beaucoup. Quand il m'a dit ça, je me suis rendu compte qu'il était sérieusement touché. L'atterrissage pouvait le tuer. Est-ce que tu peux bouger tes jambes? Quoi? Tu peux bouger tes jambes? Oui, mais je ne sais pas si je supporterai l'atterrissage. J'essayais de mesurer son état et je voyais bien qu'il était faible et qu'il souffrait. Probablement trop pour affronter l'atterrissage. Les deux hommes arrivent trop vite. Ils ne contrôlent pas leur descente. Ils risquent de s'écraser sur un hangar. Je vais essayer de nous faire atterrir, mais ça risque d'être brutal. Quand je te dis de relever les jambes, tu le fais. Maintenant! Ils sont au sol. Venez nous aider! Non! Au secours! Greg est directement transporté à l'hôpital. Il est grièvement blessé. En cédant, la corde a touché son dos et son cou. J'avais l'impression d'avoir percuté un camion de plein fouet. Mais Greg se rétablit. Avec son ami, ils n'ont pas battu le record, mais ils ont quelque chose de bien plus précieux. L'amitié. Il a mis sa vie en danger pour sauver la mienne. S'il ne l'avait pas fait, je ne serais plus là. Nous voici sur un hippodrome pour une course qui se déroule normalement, quand soudain... La patte gauche du cheval se tord et entraîne sa chute. Les poursuivants tombent comme des dominos.
Et c'est la réaction en chaîne. Le cheval a eu un problème. Et le cavalier n'a pas eu le temps de réagir. Je croyais qu'il était blessé à la patte, mais ça n'avait pas l'air de beaucoup le gêner car il arrivait à garder son allure. Je n'ai pas voulu abandonner et on a continué. Mais sa patte n'a pas tenu. Tout ce dont je me souviens, c'est mon cheval qui m'est tombé dessus, qui m'a écrasé le bras et tout le corps, et après, tous les concurrents qui sont tombés. Je me souviens surtout de la douleur que j'ai ressentie dans tout le corps. J'étais malgré tout heureux d'être toujours en vie. Dans l'histoire des courses australiennes, on n'a jamais vu chute aussi grave. 4 jockeys sont transportés à l'hôpital. Justin souffre de multiples fractures. Mais il pense que c'est son cheval qui lui a sauvé la vie. En me passant sur le corps, il m'a évité de me faire piétiner par les autres chevaux. Ce n'était sûrement pas intentionnel de sa part, mais c'est ce qui m'a sauvé la vie. Bridgeport, dans la banlieue new-yorkaise. Les concurrents de cette course filent à toute allure. Don Fenner et Rocco Leone sont au coude à coude. Dans ces moments-là, une seule chose compte, la victoire. On est prêt à tout pour dépasser son concurrent et franchir la ligne d'arrivée le premier. Don s'apprête à tenter le tout pour le tout. Don s'apprête à tenter le tout pour le tout. Il n'aurait pas dû. Je voyais le mur s'approcher et une petite voix me disait « Ça va faire mal ». La voiture de Don se retourne avant d'être percutée par celle de Rocco. Le choc a été très fort. Je n'oublierai jamais le bruit que ça a fait. Je ne savais pas si j'étais en vie car l'impact avait été très violent. L'accident est très violent. La course interrompue. Rocco et Don sont coincés dans leur voiture. Il faut faire vite. Très vite. Sinon... Les gars, restez pas là. Il y a les secours qui arrivent. Non, les gars, reculez. Reculez. Ça s'est embrasé d'un coup. Tout ce que je voyais était rouge. Il y avait des flammes partout, à l'intérieur comme à l'extérieur de la voiture. Je voyais l'essence couler sur le sol et avec les moteurs à côté, c'était très dangereux. Rocco réussit à s'extirper de sa voiture, mais il est en feu. Quand j'ai enfin réussi à sortir, j'ai vu que ma main, mon dos et ma jambe étaient en feu. J'ai roulé sur le sol, car c'était la seule chose à faire pour l'éteindre. Je voyais que ma main brûlait toujours. Finalement, je me suis relevé et j'ai enlevé mon gant. Don est sur le côté du circuit, en vie. Il souffre d'un traumatisme crânien. C'est bon les gars, pas de problème. Il peut marcher tout seul. Don s'est rétabli. Mais ses docteurs l'implorent d'arrêter les courses. Les médecins m'ont dit que si je recevais un nouveau coup sur la tête, je risquais la paraplégie. C'est très dur d'arrêter de pratiquer sa passion. Quant à Rocco, il a continué les courses. Mais il sait que le danger est à chaque sortie de virage. Nous sommes tous conscients que c'est un sport dangereux, que quelque chose peut se passer à n'importe quel moment. Nous voici maintenant aux États-Unis, dans le Missouri. La tempête fait rage.
Brenton Wilson, un adolescent de 17 ans, n'en revient pas. Regarde ça, c'est fou! Quand j'ai vu cette tornade s'approcher de mon jardin, j'ai attrapé ma caméra et je me suis mis à filmer. La voilà, elle arrive droit sur nous. C'est une tornade, une énorme tornade. Et elle approche, dangereusement. Ça va devenir dangereux par ici. On ne savait pas trop quoi faire, ni où aller. Brenton court vite se réfugier à l'intérieur de la maison. Je me sentais en sécurité. Mais j'aurais dû partir. Je ne sais pas à quoi j'ai pensé. La tornade détruit tout sur son passage. Oh là là, elle se dirige vers le lycée. Elle plonge la ville dans le chaos. Elle se rapproche de plus en plus du lycée. Ça y est, elle l'a détruit. La tornade s'approche et grossit à une vitesse terrifiante. On aurait dit un train lancé à pleine vitesse. Oh mon Dieu! Elle est très très proche! Rentrez dans la maison! Quand je pensais que cette tornade pouvait emporter ma maison avec nous, j'avais très peur. Subitement, la tornade change de direction et finit par s'éloigner. Et voilà, voici tout ce qu'il reste de notre maison. Elle a détruit près de 90% de la ville. Je voulais savoir comment allaient mes proches. Heureusement, les dégâts ne sont que matériels. On a vraiment eu beaucoup de chance. Brenton a vu la tornade de très près. Il s'en souviendra toute sa vie. Mais il espère également que ce sera la dernière fois. Elle se rapproche de plus en plus du lycée. Ça y est, elle l'a détruit. Oh my God! They just blew their house away. Chicago, dans l'Illinois. Une brigade de pompiers est en train de livrer un combat contre un incendie dans une maison. Le feu est trop important. Les pompiers décident donc de passer par le toit. Le grenier semble épargné. Et soudain, des flammes traversent le toit. Descendez, descendez! Vite! Deux hommes utilisent l'échelle pour se mettre à l'abri. Le capitaine John Franco est encerclé par les flammes. On a besoin d'eau pour le grenier, vite, le grenier! La fenêtre, pas le toit! Vite, les gars, dépêchez-vous! Vise la fenêtre, vise la fenêtre! Michael O'Boyle essaie tant bien que mal de maîtriser ce brasier. Il n'y a pas deux incendies qui se ressemblent. Mais il fallait qu'on sorte de là. Le capitaine Franco s'éloigne des flammes pour ne pas brûler. Placez une échelle à l'arrière, c'est très dangereux, les gars! Vite! Les gars, l'échelle! Le capitaine cherche un moyen de redescendre. L'échelle est finalement installée. Encore quelques pas et il aura la vie sauve. Mais soudain, il perd l'équilibre. Il manque de tomber du toit. Heureusement, l'échelle à proximité lui sauve la vie. Quand j'ai glissé sur le toit, je ne pensais pas que l'échelle me retiendrait. Je me disais que j'allais chuter et mourir. Par deux fois, cette échelle a sauvé la vie du capitaine.
Il peut lui dire merci. Des pluies torrentielles se sont abattues sur le Texas, faisant déborder la rivière Guadalupe. Des adolescents surpris par la montée des eaux ont trouvé refuge en haut des arbres. Parmi eux, Chris Ray. Le courant était tellement fort qu'il arrachait les branches. Je m'accrochais comme je pouvais à cet arbre, mais j'avais très peu d'espoir. Je ne pensais pas résister bien longtemps. Ne bougez pas, le Zap Choc revient tout de suite. Bienvenue à Isle of Man. Cet événement rassemble chaque année des amateurs de vitesse et de sensations fortes. Les riders s'élancent pour un tour de chauffe. Il s'agit d'un simple entraînement. Au guidon du bolide 114, David veut faire forte impression. Mais trop. C'est trop. Quand David sort du virage, c'est le drame. Au lieu de ralentir, il a accéléré. David s'est envolé à plus de 150 km/h. Hors jeu, avant même le début de la course. C'est sur une civière que David quitte la piste. Mais rassurez-vous, il est sain et sauf. La prochaine fois, il se réservera pour la course. Le Mexique est connu pour ses compétitions de rodéo. Pedro, le cow-boy, s'apprête à connaître la chevauchée de sa vie. Ce taureau est coriace. Mais Pedro tient bon. Mais soudain, c'est la bête qui prend le dessus. Et direction, la barrière. Impossible de détourner l'attention de l'animal. Fou furieux, le taureau perd l'équilibre. Pedro a la jambe coincée. Le taureau s'écrase de tout son poids sur lui. Regardons à nouveau les images. Pedro ne parvient pas à dégager ses jambes. Et la demi-tonne de la bête en furie s'abat sur lui. Arrive-t-il encore à respirer? L'inquiétude est au maximum. Lorsqu'on le libère, le cow-boy est en vie. Dans les compétitions de rodéo, aucun point n'est accordé en cas de douleur extrême. Sinon, Pedro aurait gagné. Bienvenue sur les sommets enneigés de l'Alaska. Aaron McGovern participe au championnat du monde de ski extrême. C'est son dernier passage. Il saute, mais il perd l'équilibre et il est entraîné dans une chute vertigineuse. Il rebondit sur la neige. Aaron fonce sur les rochers. Il ne contrôle plus rien et descend de plus en plus vite. Oh mon Dieu. Est-il conscient? Est-il en vie? Oh mon Dieu.
quel moment va-t-il s'arrêter? Il ne bouge pas. Aaron est vivant. C'est un miracle. Je suis resté conscient pendant toute la descente. Quand j'ai heurté les rochers et quand j'ai dévalé la pente, j'ai eu la peur de ma vie. Aaron a dévalé à plus de 100 km/h une formation rocheuse surnommée Pépite de chocolat. Dès le début, j'ai essayé de m'arrêter, mais c'était impossible. Et comme ça ne faisait qu'empirer, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Aaron s'en tire avec 60 points de suture et une balafre sous l'œil droit. C'est ce que l'on appelle un miracle. Je portais un casque intégral et heureusement, car la violence de l'impact m'aurait détruit le visage. Je n'aurais jamais pu survivre à ça. Après cette terrible chute, Aaron a mis un terme à sa carrière dans le ski extrême. J'avais juste envie de passer à autre chose. J'aurais pu être paralysé, avoir la colonne vertébrale brisée. J'en avais assez vu. Un soir comme un autre en Chine, la lumière que vous apercevez dans le ciel est celle d'un avion qui s'apprête à atterrir avec 137 personnes à son bord. Problème, le train d'atterrissage est bloqué. Il ne sort pas. Le pilote doit poser son avion coûte que coûte. Il va atterrir sur le ventre. C'est une manœuvre à haut risque, car les réservoirs sont pleins. L'avion touche le tarmac. On craint le pire. Le pilote parvient à stopper l'avion. Mais les étincelles se transforment en flammes. Et l'avion peut exploser à tout moment. Les pompiers font tout pour éteindre le départ de feu. Et les passagers sont évacués et mis à l'abri. Il n'y a aucune victime. Grâce à l'efficacité des secours et surtout grâce aux nerfs d'acier du pilote. Voici le Golden Gate Bridge. Nous sommes dans la baie de San Francisco. Un bateau de pêche coule à une vitesse effrayante. Il faut quitter le navire! Allez, saute! Les pêcheurs se raccrochent à ce qu'ils peuvent afin de ne pas tomber dans l'eau glacée. Il faut qu'ils partent d'ici au plus vite. Un autre bateau s'avance. À ce moment-là, Allez, saute, saute! le bateau bascule. Et l'équipage se retrouve dans les eaux troubles de la baie. Un homme tente d'atteindre l'autre bateau, mais sans succès. Le chaos est total. Par ici! Les secours formés à ce type d'exercice arrivent sur les lieux. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait? Il faut lâcher prise. Où est le garde-côte? Mais où sont les gardes-côtes? C'est incroyable! Les pêcheurs envoient des radeaux et des bouées de sauvetage. Par ici! Ils ne peuvent rien faire pour ceux qui dérivent au loin. Il faut aller récupérer ceux qui flottent là-bas. Des vagues de plusieurs mètres menacent de les envoyer par le fond. Ramenez cet homme sur le bateau! Les pêcheurs refusent de laisser tomber leurs copains. Leur ténacité fait toute la différence. Lorsque les gardes-côtes arrivent, tout le monde est hors de danger. Le bateau disparaît sous l'eau. Mais le naufrage n'a fait aucune victime.
On reste en Californie pour une étape à San Diego. Todd Brown filme la démolition d'une maison. Un ami à moi travaillait sur ce chantier et je me suis dit que ce sera assez sympa à filmer. C'est toujours marrant ce genre de truc. Ricardo Juarez travaille sur ce chantier. On était en train de tout détruire. J'étais venu donner un coup de main pour le nettoyage. La démolition suit son cours. Le bulldozer dégage la toiture. Mais une mauvaise manœuvre fait brusquement tomber la cheminée. Je n'en croyais pas mes yeux. J'espérais que personne n'était resté en dessous. Ricardo sauve sa peau de justesse. Tout est allé tellement vite que je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai juste fui. En fait, c'est le bulldozer qui s'est décalé brusquement. Le mauvais temps a rendu le sol instable. Il ne restait pas grand-chose de la maison. On avait gardé la cheminée pour la fin. Elle tenait de façon assez précaire, donc il ne fallait pas grand-chose pour qu'elle s'écroule. Ricardo a eu le réflexe de sa vie. En revoyant les images, j'ai vraiment réalisé que Ricardo était passé très près de la mort. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Nous sommes à New York. La Statue de la Liberté est un monument offert par la France aux États-Unis. Mais que vient donc faire ce parachutiste dans le paysage? Ils volent beaucoup trop près de la Statue de la Liberté. Vraiment trop près. Un Français est aux commandes, Thierry Deveau. Il tente une cascade risquée et totalement interdite. Atterrir sur le célèbre flambeau de la statue. Le Français se lance. Il rate totalement son coup. La vie de Thierry ne tient plus qu'à quelques fils. Il est suspendu dans les airs. L'équivalent de 22 étages au-dessus du vide. Un simple coup de vent et le parachute pourrait se déchirer. Le pilote est à la merci des éléments pendant une bonne demi-heure. Ça se présente assez mal. On dirait que cet homme est suspendu à de simples cordages. Les secours arrivent sur les lieux par les airs et par la mer. Ils instaurent une zone de sécurité afin de protéger les touristes. Les pompiers sont passés à l'action. Ils essaient maintenant de trouver un moyen de récupérer cet homme. Thierry Deveau essaie de grimper à main nue sur la statue, mais le poids de son hélice l'en empêche. Je pense qu'ils vont essayer de le hisser sur le balcon qui entoure le flambeau. Ils ne veulent pas abîmer les dorures de la torche. 5 paires de bras sont nécessaires pour mener à bien cette opération délicate. La folie du pilote a mobilisé beaucoup de monde et il ne va pas s'en tirer à bon compte. Car s'attaquer à la liberté, cela mène directement à la case prison. Nous sommes dans l'Utah, au milieu des pistes. Le champion Steve Medrano est le roi de la descente. Certains accomplissent de véritables exploits sur des skis. Steve fait pareil, mais en motoneige. Il s'apprête à tenter une figure impossible. Un salto arrière à 360 degrés. Si j'avais réussi mon coup, j'aurais été le premier à faire ça sur une motoneige. Steve se concentre. Il se dirige droit vers la rampe. L'engin retombe sur lui. Je suis arrivé beaucoup trop vite sur la rampe. Et j'ai tout de suite compris que ça n'allait pas le faire du tout. L'engin de 300 kg retombe sur lui.
Imaginez-vous avec un casque sur la tête et qu'on vous jette un piano dessus. Eh bien, c'est à peu près ce qui m'est arrivé. Steve est enseveli dans la neige. On aperçoit uniquement ses mains et ses pieds. Ses amis se précipitent et s'aperçoivent que son casque n'a pas résisté au choc. La situation est critique. Ils étaient tous vraiment inquiets. Ils ont vraiment cru que j'étais mort. Ne bougez pas. Le Zap-Choc revient tout de suite. Quand il s'agit de sport extrême en haute altitude, Boyd Wilkinson a quasiment tout fait et tout tenté. Mais aujourd'hui, à 1 km au-dessus du Colorado, Boyd va tenter ce qui n'a jamais été fait. Tu peux nous expliquer ce que tu vas faire? Je vais sauter en parachute depuis cette montgolfière. Ça va être intense. Je suis super excité. On se voit en bas. 3, 2, 1, c'est parti. Allez mec, fais quelque chose. Les cordes se sont emmêlées dans la chute, faisant tourner Boyd dans tous les sens. S'il ne fait rien, cela pourrait être fatal. Il tente de les démêler. Mais le temps presse et le sol se rapproche, alors Boyd tente le tout pour le tout. Il déploie son parachute de secours. Le premier est toujours ouvert. S'il est 200 mètres, Boyd ne survivra pas. Il réussit pourtant à rassembler la toile emmêlée et à la coincer entre ses genoux. Bien joué! Vraiment bien joué. Vraiment bien joué. Il est fou, mais c'est bien joué. Quelques instants plus tard, Boyd est de retour sur la terre ferme. Je retenterai ce saut, mais pas aujourd'hui. Plus tard. Le plan était de sauter depuis cette montgolfière avec une toile faite pour le parapente. C'est pas fait pour être plié, donc elle était dépliée avant même que je ne saute. Dès que je me suis lancé, la toile s'est dans moi. Elle ne prenait pas l'air. Et là, je me suis dit que ça n'allait pas. La capacité d'improvisation de Boyd lui a sauvé la vie. C'était moins une. Je n'avais rien prévu, alors j'ai improvisé. C'est ce qui m'a évité un accident mortel. Ce kamikaze des airs a, une fois de plus, repoussé ses limites. J'adore ces pratiques. Ça se passe toujours bien. Ou presque. Paris, en Californie. Bienvenue au championnat de course sur piste. Le pilote Kevin White a besoin de points. Son équipe le pousse à utiliser la nitro même dans les virages. C'est le seul moyen de pousser son véhicule au-delà des limites. Le seul moyen aussi pour gagner. Kevin, tu m'entends? Mais l'axe de sa roue avant se coince et elle se retrouve en parallèle de la piste. Le voilà à 6 mètres du sol. La seule façon de le débloquer, c'est de qui tient se faire vite. Le pilote inconscient de ce nouveau danger est toujours coincé à l'intérieur. Dépêchez-vous! Un tracteur tente de redescendre la voiture. On va te faire descendre, ok? Finalement, Kevin est libéré. Il peut même redescendre sans aide. Ce terrible cauchemar est désormais derrière lui. À ce moment-là, beaucoup de choses vous passent par l'esprit.
Au moment de l'impact, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Puis la voiture est partie et m'a envoyé dans tous les sens. Je pensais que ma dernière heure avait sonné. L'un des hommes de mon équipe m'a dit de ne surtout pas détacher ma ceinture. Si je l'avais fait, j'aurais fait une très lourde chute. Malgré la gravité de l'accident, Kevin s'en tire sans aucune blessure, prouvant que la cage de protection a rempli sa mission dans ce terrible accident. L'homme contre la nature. Mais aujourd'hui, la nature a un avantage. La fonte des glaces fait chuter des blocs de plusieurs dizaines de mètres. Dans un premier temps, Thomas n'est pas inquiété. Mais soudain, le vent cesse. Il n'y a plus aucun moyen d'échapper à cet énorme déluge. Thomas essaie de sauver sa vie. Cet énorme nuage de glace et d'eau va bientôt l'emporter. Ces tonnes de glace créent d'énormes vagues. Mais soudain, un espoir. Le vent refait son apparition. Pour surfer, un windsurfer a besoin de vagues mais aussi de vent. Si les deux conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas pratiquer notre sport. Il bénéficie d'un timing parfait et d'une incroyable histoire à raconter. J'ai entendu un craquement. J'ai regardé derrière moi et j'ai vu cette tour de glace s'écrouler. Je savais qu'en touchant l'eau, ça allait créer une vague qui emporterait tout sur son passage, moi y compris. Cette fin très heureuse est l'une des plus incroyables. Mais ce n'est pas pour autant qu'il voudra recommencer. C'est le moment le plus excitant que j'ai vécu dans ma vie. Mais ça aurait aussi pu être le dernier. Steve est gravement touché à la tête. J'ai été complètement désorienté suite à cet accident. Au final, j'ai mis presque 2 ans à m'en remettre complètement. Steve repense souvent à ce moment atroce. Il fait même des cauchemars. Dans mes rêves, je revoyais le moment où je perdais le contrôle de l'engin dans les airs. Encore et encore. Je tombais sans fin. Et ça n'en finissait plus. Je tombais toujours et encore plus bas. Il a eu le cran de remonter sur sa motoneige. Et pour Steve, c'est déjà une victoire, même s'il revient de loin. Je suis conscient d'avoir eu vraiment beaucoup de chance. Les saltos arrière en motoneige, c'est définitivement terminé pour moi. Je ne suis pas du genre à tenter le diable. Chesapeake, en Virginie. Une fumée inquiétante s'échappe d'un voilier. Le mât a touché une ligne à haute tension. Ces gens vont frire sur place. Il y a 2 personnes à bord, Joe Spence et Bonnie Jagger. Ils se battent pour sauver leur bateau. Soudain, le mât heurte une 2e ligne à haute tension. « 34 000 volts secouent le bateau avec une violence incroyable. L'explosion a été très violente. Ça fait un bruit perçant. Impossible à décrire. L'explosion provoque un départ de feu à l'intérieur même du bateau.
On avait des réservoirs de propane. J'ai eu très peur. Tout l'arrière du bateau risquait d'exploser. Sur la berge, on craint pour la vie du couple. Mais allez, saute dans l'eau! Allez, saute! Quand on vit sur l'eau, on pense d'abord à sauver son bateau. On ne quitte pas le navire avant d'avoir tout fait pour ça. Les flammes se rapprochent dangereusement des réservoirs de carburant. Il y avait pas mal de gens dans de petites embarcations tout autour de nous. Eux aussi avaient peur que ça explose. Ils restaient donc à une distance raisonnable. Mais pourquoi ils restent sur le bateau? Mais pourquoi? Le couple doit rendre les armes. Bonnie abandonne la partie. J'ai dit, allons-y. Moi, en tout cas, j'y vais maintenant. Bonnie et Joey sautent dans un bateau pneumatique. Mais ils sont confrontés à un autre problème. Ils n'ont aucun moyen de s'éloigner rapidement. On n'avait pas de rame. Il y avait un gamin dans un canoë à proximité avec son père. Il nous en a passé une. Le couple s'éloigne mais assiste à un bien triste spectacle. Le bateau de leur rêve part en fumée. Les pompiers n'ont pas réussi à l'atteindre avec leur lance anti-incendie. Ils ont dû tout laisser brûler. On a de la chance d'en être sortis vivants. Nous sommes dans l'Illinois. Un fermier, Stan Frazier, cherche à se débarrasser d'un vieux silo à grains afin de mettre en place de nouvelles installations. Par souci d'économie, il préfère utiliser de la dynamite. On connaît pas mal de gens qui savent faire ce genre de choses. Ils gèrent ça très bien, je ne voulais pas qu'ils s'y attaquent tout seuls. Afin de rassurer sa femme, Stan trouve une nouvelle solution. Il va placer des chaînes dans les trous situés à la base du silo et tirer dessus pour que tout s'écroule. On a un petit souci. Un plan sans accroc? Pas vraiment. Les fondations sont HS et le silo résiste. Debout et très instable. C'était censé être rapide, mais ça ne s'est évidemment pas passé comme ça. Un voisin expérimenté a une idée pour en finir avec ce silo récalcitrant. Comme il penche déjà, il suffit de pousser tranquillement avec un bulldozer. Diane n'est pas convaincue. On a 2 enfants et je ne voulais pas les élever toute seule. Comment j'aurais fait? Diane n'a pas le temps d'intervenir. Son mari est déjà passé à l'action. Et elle assiste à une scène qui restera gravée dans sa mémoire à tout jamais. Diane en a le souffle coupé. Il y avait de la poussière et des briques partout et mon mari était enseveli là-dessous. Le silo lui était tombé dessus et il avait disparu. J'ai vraiment cru qu'il était mort. Le bulldozer est enfoui sous les décombres. Stan est à l'intérieur. Mais le fermier sort miraculeusement de cet amas de poussière. J'avais les poches pleines de cailloux. Je ne sais pas comment ils sont arrivés là, mais moi, en tout cas, je n'avais aucune égratignure. Stan tente de faire bonne figure, mais il est submergé par l'émotion. Quand je suis sorti des décombres, ma femme s'est jetée dans mes bras. Et elle m'a serré très fort. Le couple n'a jamais souhaité revoir cette vidéo car ce jour-là, leurs vies ont failli basculer. On a eu de la chance, mais on n'est pas prêt de refaire un truc pareil. Ah non. Nous sommes en plein cœur de Chicago. Un incendie fait rage dans un immeuble. Annabelle Perez appelle à l'aide depuis le 3e étage. Elle et son mari sont pris au piège. La jeune femme est doublement inquiète car elle est enceinte de 7 mois. La fumée est de plus en plus épaisse et il faut sortir de là rapidement. J'ai cru que cette pauvre femme allait mourir. Ça hurlait dans tous les sens, c'était insoutenable. La police ne peut plus attendre les pompiers. Les agents doivent agir vite et seuls. La situation était désespérée. Cette femme risquait de tomber à tout moment. Annabelle panique.
car le feu se propage dans tout l'appartement. Et la fumée la gêne terriblement pour respirer. Elle est prête à tout pour sauver son bébé. On savait que si elle ne sautait pas, elle allait certainement succomber à ce brasier. Les policiers tentent une couverture sous la fenêtre. Il n'y a plus de temps à perdre. Annabelle doit sauter. C'est une question de vie ou de mort. Sa position est mauvaise et pas du tout adaptée. Non, pas la tête la première! Le temps est comme suspendu. Annabelle est en équilibre, la tête en bas. Son mari est obligé de la lâcher. Les policiers font de leur mieux, mais l'impact est beaucoup trop fort. La jeune femme passe à travers la couverture et s'écrase au sol. Elle est tombée avec une telle force que la couverture n'a pas tenu. Elle s'est retrouvée par terre. Les pompiers arrivent enfin sur les lieux, mais le mari d'Annabelle ne peut plus attendre. Il doit se débrouiller pour descendre, et il s'en sort plutôt bien. Il se précipite alors vers sa femme, prise en charge par les secours. Annabelle n'avait pas d'autre choix. Il fallait sauter pour sauver sa vie et celle de son bébé. Je me suis dit qu'on allait mourir, qu'on allait brûler. On imagine sans peine que ses dernières pensées ont été des prières pour son bébé. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'y aller la tête la première. C'était pour protéger mon bébé. J'ai fait ça pour lui laisser une chance de survivre. C'était mon devoir de mère. On a eu une chance incroyable. Tellement incroyable que l'enfant a été baptisé Milagro, miracle en espagnol. C'est toute ma vie. C'est ma meilleure amie. Je peux tout surmonter à condition de l'avoir à mes côtés. Nous voici en Argentine. Des pluies torrentielles ont transformé une rivière en force meurtrière. Les villageois essaient de protéger leur maison en installant un barrage de fortune fait de sacs de sable. Mais la bataille est perdue d'avance. La rivière redouble de puissance. Soudain, le glissement de terrain. Comme si un tremblement de terre s'était abattu sur le village. Les maisons sont pulvérisées. L'équivalent de plusieurs terrains de football disparaît en à peine 10 secondes. Le village est quasiment rayé de la carte. Par miracle, le glissement de terrain n'a fait aucune victime. Les maisons ont été évacuées juste à temps. Une course de sprint car sur un circuit professionnel en Australie occidentale. Le numéro 17, Aaron Allswitch, est en tête. Je m'en sortais super bien, j'étais à fond. J'étais devant tout le monde. Il est pourtant sur le point de se faire éliminer. Regardez bien. Regardez à nouveau. Aaron est percuté par un concurrent. Sa voiture fait de multiples tonneaux avant d'être stoppée brutalement par la clôture. Aaron est conscient, mais il est pris au piège.
J'ai été coincé la tête en bas pendant un bon moment. Ma ceinture de sécurité était bloquée, je n'arrivais pas à me dégager. Aaron réalise soudain qu'il court un danger encore plus grave. Il y a une fuite de carburant. J'étais pétrifié, je sentais l'angoisse monter en moi. La voiture risquait de prendre feu à tout moment. Il faut sauver Aaron. Les secours doivent agir avec précaution car le pilote est blessé. Je me suis rendu compte que je saignais. J'avais très mal au dos. On l'extrait juste à temps. L'instant d'après, c'est l'explosion. Il s'en est fallu de quelques secondes. Le danger est réel, chaque pilote le sait. Aaron n'est pas le seul à avoir eu chaud ce jour-là. En revoyant les images, je me dis que la barrière a sauvé vraiment beaucoup de vies ce jour-là. Le public était venu nombreux. Ça a failli virer au drame. Ça aurait été une catastrophe.